À présent que nous avons compris le sens de l'expression Fils de l'homme, essayons-nous à la lecture de certains passages de l'évangile de Jean. Certains versets sont en effet particulièrement intéressants. Ils décrivent les événements qui précédèrent le dernier blackout qui allait survenir peu après le départ du dernier maître christique. 1,51 Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ici, le terme « Fils de l'homme » désigne de toute évidence le soleil. On apprend qu'avant le dernier blackout, le ciel s'était ouvert. Comprendre la porte du royaume, le soleil s'est ouvert. Et que les hommes ont pu assister à ce que nous appellerions aujourd'hui une importante vague d'ovnis. Les anges de Dieu monter et descendre dans le périmètre du soleil. Ces quelques extraits illustrent bien ce qui a été dit plus haut concernant le christianisme. Au lendemain du dernier blackout, notre histoire a été modifiée par les nouveaux gardiens du troupeau et une nouvelle religion solaire codifiée a été modelée sur la base des évangiles, dénaturant le véritable message christique. Ce dernier blackout, dont nous n'avons aucun souvenir, est clairement décrit à plusieurs reprises dans l'évangile, comme par exemple ici, Matthieu 24, 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors viendra la fin, car l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il s'agit ici encore du soleil qui se lève à l'Orient et se couche en Occident. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme, entre parenthèses du soleil, apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme, le soleil, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le soleil joue donc un rôle important dans cet événement récurrent que nous avons choisi d'appeler le blackout et qui s'est effectivement produit à l'époque. Car notez-le, le Christ précise bien « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Soyez certains que ce qui est décrit plus haut s'est réellement produit après l'ascension du Christ. La génération du dernier maître christique a réellement vécu ces événements, même si l'histoire des hommes n'en a gardé aucun souvenir. Et parce que cela s'est déjà produit, cela se produira encore, et parce que cela se produira, cela s'est déjà produit. Il en est ainsi du grand scénario de la matrice qui veut que l'histoire des hommes se répète indéfiniment. Pour bien comprendre le phénomène des blackouts, il est nécessaire de faire à présent un détour par la science. Vous connaissez très certainement la théorie de la dérive des continents et du mouvement de la tectonique des plaques. Au début du XXe siècle, en étudiant la disposition des continents, l'Allemand Alfred Wegener remarque que la côte est de l'Amérique du Sud s'emboîte parfaitement dans la côte ouest de l'Afrique. En 1915, il publie un ouvrage, Genèse des océans et des continents, théorie des translations continentales. Pour Wegener, les masses continentales se sont déplacées au cours des ères géologiques. Au Permien,
les continents actuels formaient un seul supercontinent, la Pangée, qui vient du grec terre unique. Ce continent s'est ensuite disloqué tout d'abord pour s'ouvrir vers l'Atlantique Nord, puis vers l'Antarctique. Ces vastes étendues de terre ont ensuite continué à se fracturer pour donner naissance aux continents actuels qui, tels des radeaux, se sont déplacés au cours des ères géologiques pour aboutir à la configuration actuelle. L'histoire officielle et les dogmes scientifiques n'étant jamais autre chose que la vérité des hommes de pouvoir, selon ce qui les arrange dans l'instant présent, la théorie d'Alfred Wegener sur la dérive des continents, pourtant étayée par des faits convaincants, fut longtemps rejetée. Finalement, dans la seconde moitié du XXe siècle, 30 ans après sa mort, la communauté scientifique, convaincue par la présentation de nouvelles preuves, accepte le modèle de la tectonique des plaques en l'intégrant à celle de la dérive des continents. Selon cette théorie, les plaques océaniques et les plaques continentales se rencontrent dans des zones de subduction. L'une glisse alors sous l'autre sur une longueur de plusieurs centaines de kilomètres. De jolis schémas montrent comment le plancher océanique se glisse sous la croûte continentale, plonge dans le manteau supérieur et fond dans le magma. Ce mouvement, qui s'effectue par rupture, donne alors lieu au tremblement de terre. Une théorie bien séduisante finalement pour nos livres de géographie. Le problème de cette théorie, largement admise par les scientifiques, c'est qu'elle est impossible à prouver. Or, bien souvent, ce qui est magistralement décrit par la science ne correspond en fait à aucune réalité, ou plutôt n'est qu'une partie de la réalité. Si bien que la réalité continue d'échapper à la perception des hommes. De même, si les sismologues peuvent dire quelles failles ou quelles zones de subduction se déplacent, dans quelle direction et à quelle vitesse, personne ne peut dire exactement ce qu'il se passe à plus de 500 km de profondeur. Il existe une autre théorie, s'appuyant aussi sur les travaux d'Alfred Wegener, la théorie de l'expansion terrestre. Tout commence en fait avec Ivan Osipovitch Yarkovsky, lequel, en cherchant à reformuler la gravitation, fonde en 1888 une théorie fondée sur les flux d'éther. Yarkovsky considérait que les planètes se nourrissaient de l'éther et que, par conséquent, leur masse n'avait de cesse de croître. Dès 1889, emboîtant le pas de l'ingénieur civil russe, Roberto Mantovani échafaudait l'hypothèse d'une expansion de la Terre. Adoptant le concept du continent originel, défendu par Wegener dès 1909, Mantovani prétendait qu'à l'origine, un seul et unique continent couvrait la surface d'une Terre plus petite. Il avançait le fait que ce continent s'était scindé en 5 parties qui s'éloignaient les unes des autres, permettant à l'eau contenue à l'intérieur de la Terre de s'infiltrer à la surface, à la faveur des failles qui s'ouvraient dans l'écorce terrestre. À la différence de Yarkovsky, Mantovani justifiait cette expansion par l'effet de l'activité volcanique. Après la Première Guerre mondiale, la thèse d'une Terre grandissante rencontra un certain succès, notamment grâce aux ouvrages du russe Bogolevpov et des géophysiciens allemands Lindemann, puis Otto Christoph Hindenburg. Enrichissant les travaux de l'explorateur polaire allemand Wegener, le géologue Hindenburg conçut dès 1933 une superbe série de paléoglobes montrant l'évolution de cette dérive depuis la Pangée originelle jusqu'à la configuration terrestre actuelle. Cependant, si Hilgenberg partageait entièrement la vision du père de la théorie de la dérive des continents, il ne s'accordait pas sur la cause de cette dérive. Selon Hilgenberg, si les continents étaient réunis il y a plusieurs centaines de millions d'années, c'est tout simplement parce que la Terre était bien plus petite. Sous l'effet du ralentissement de la rotation de la Terre, l'expansion terrestre aurait ainsi provoqué la dérive des continents et la création d'océans. L'intuition de Hilgenberg sur le ralentissement de la rotation de la Terre est particulièrement pertinente. Durant des millénaires, les hommes ont mesuré le temps en se référant à la rotation de la Terre à l'aide de cadrans solaires. La durée du jour solaire étant irrégulière, elle est aujourd'hui mesurée par des horloges atomiques
qui tiennent compte des fluctuations de la rotation terrestre dans le calcul du temps universel. La seconde a été choisie comme unité de mesure depuis le début du XXe siècle. Elle se calcule en fonction de la durée de la rotation terrestre qui elle-même varie dans le temps. Cette variation est causée par les marées qui entraînent un ralentissement de la rotation et aussi par les modifications de la répartition des masses sur et dans la Terre. Ainsi, au cours des 30 dernières années, il a fallu ajouter l'équivalent de 0,7 secondes en moyenne par année. Ce chiffre peut paraître insignifiant, mais il prend des proportions considérables lorsqu'on l'additionne sur des centaines de milliers d'années. Des chercheurs ont ainsi calculé qu'il y a 900 millions d'années, une journée ne devait durer que 18 heures. Pour expliquer ces résultats, les scientifiques en ont déduit que la Terre avait dû ralentir son mouvement de rotation au cours de son histoire. Le physicien Constantin Meil considère que selon la loi de la conservation du moment cinétique, un ralentissement correspond à un gain de masse, donc à une croissance de la Terre. Ainsi, un ralentissement de 0,7 secondes par an équivaudrait à un accroissement de circonférence de la Terre d'exactement 19 cm par an. De nos jours, les satellites, si on peut se fier aux images qu'ils nous livrent, ont permis de procéder à toutes sortes de mesures de notre planète et d'établir des cartes géophysiques du monde, c'est-à-dire d'obtenir une vue très précise de la Terre mise à plat. Les scientifiques ont ainsi pu constater que dans l'océan Pacifique, l'écorce terrestre s'ouvrait de 15 cm par an. Dans l'Atlantique, ce phénomène existe aussi, mais dans une moindre mesure. Les failles gagnent 3 à 4 cm par an. C'est toute la Terre qui se déchire et de ces ouvertures se répandent des fumées volcaniques. Faut-il en conclure que notre planète grandit ? Pour les partisans de l'expansion terrestre, la dérive des continents est liée au ralentissement progressif et continu de la rotation de la Terre provoquée par l'expansion terrestre qui a débuté il y a maintenant 4 milliards d'années. À l'instar de Jankowski, Hilgenberg pensait que l'apport de l'éther cosmique était responsable de cette expansion. Selon lui, ce rayonnement permanent alimentait le noyau central de la Terre et lui insufflait suffisamment d'énergie pour se développer. Il est important de comprendre que les étoiles, et donc notre Soleil, sont des portes d'entrée, des points de jonction entre la matrice originelle et le monde conçu par les faux dieux. Par ces portes, nous parviennent en permanence une émanation primordiale distincte de la matière et que les scientifiques à l'époque appelaient l'éther, que certains chercheurs appellent aujourd'hui l'énergie du vide et que d'autres appellent l'énergie universelle ou encore prana, et que la religion chrétienne nomme le Saint-Esprit ou encore l'Esprit Saint. Pour ma part, je préfère utiliser les termes d'énergie christique ou d'énergie originelle. Il s'agit en fait d'une énergie souche, vierge de toute programmation, capable de transcender sur son passage tout ce qui appartient au règne du vivant. Voyageant à travers l'espace, cette énergie originelle, qui n'appartient pas à notre monde, se libère en effet au contact du vivant qu'elle imprègne alors. Elle est également captée et absorbée à tout instant par le noyau terrestre, conférant à notre planète l'élément indispensable à son développement et à sa vie. Les éruptions solaires, plus loin de nous, les étoiles et les supernovas, sont le signal d'entrée en masse de cette énergie originelle. En réalité, l'univers est constamment traversé par un vaste champ d'énergie christique dans lequel nous baignons tous. Ceci est dû à l'interaction permanente qui existe entre le royaume et le monde. Selon ces scientifiques, le rayonnement en provenance du Soleil est absorbé par le noyau terrestre, ce qui a pour effet d'entraîner l'expansion de la Terre. Or, si l'énergie christique joue un rôle dans l'expansion de la Terre, alors il apparaît évident que les tempêtes solaires, plus violentes, sont à l'origine de certains tremblements de terre dévastateurs. Ces mêmes scientifiques ont constaté que le dégagement d'énergie produit par le noyau terrestre était particulièrement intensif lors des éclipses solaires. En effet, lors des éclipses,
La Lune, positionnée entre la Terre et le Soleil, joue le rôle d'une lentille concentrant les rayonnements qui se déplacent alors en faisceau jusqu'au noyau de la Terre. Notez par ailleurs l'extraordinaire coïncidence qui veut que le diamètre apparent du Soleil, vu de la Terre, soit exactement le même que le diamètre apparent de la Lune. Ceci n'est évidemment pas une coïncidence. En fait, la Lune, quelle que soit sa nature, a été placée intentionnellement sur cette orbite précise par les faux dieux afin de favoriser le déclenchement de certains blackouts. L'influence du phénomène tempête solaire éclipse expansion terrestre est d'une telle intensité qu'elle peut provoquer une modification de la vitesse de la rotation terrestre. Une expérience réalisée lors de la fameuse éclipse totale du 11 août 1999, visible en Europe, a permis de confirmer cette hypothèse. Les scientifiques ont utilisé un pendule, comme celui que le physicien Léon Foucault avait utilisé en 1850, pour mettre en évidence la rotation de la Terre. Ce pendule de 53 mètres de long a été installé dans la tour de l'ancien observatoire du monastère de Kremünster, en Autriche, au cœur du noyau d'ombre de l'éclipse. 6 heures après le passage de l'éclipse, l'amplitude du mouvement du pendule a augmenté, indiquant une accélération de la rotation de la Terre. Le résultat a été réfuté par la science officielle au motif que le pendule était imprécis. L'expérience a donc été renouvelée avec une nouvelle génération de pendules de précision lors de l'éclipse de septembre 2006. Et là encore, les résultats ont révélé une modification abrupte de l'angle d'oscillation du pendule au moment du passage de l'éclipse. Même si la cause de cette modification divise les chercheurs, il existe un autre indice qui atteste de l'accélération de la Terre lors de l'éclipse de 1999. Entre 1999 et 2005, il n'a pas été utile d'ajouter la fameuse seconde intercalaire dont nous avons parlé plus haut. Ainsi, après 1999, la Terre a tourné plus vite et c'est sans doute l'éclipse de Soleil qui a provoqué cette accélération. En 1999, lors de la grande éclipse visible à travers tout le bassin méditerranéen, les sismographes ont enregistré en Turquie quelques secousses telluriques au moment même où l'ombre de la Lune traversait le pays. Quelques jours plus tard, le pays fut ébranlé par de graves séismes qui provoquèrent la mort de 20 000 personnes. L'éclipse de Soleil y était-elle pour quelque chose ? 7 ans plus tard, en mars 2006, une nouvelle éclipse de Soleil a de nouveau balayé la Turquie. Une partie de la population s'est installée durant quelques jours sous des tentes, de peur que la catastrophe de 1999 ne se répète. Il se trouve que de nouvelles secousses très violentes ont été ressenties à travers tout le pays. S'agissait-il d'un simple hasard ? Pour les partisans de la tectonique des plaques, le simple fait de poser la question relève évidemment de l'ignorance et de la superstition. Pourtant, ce phénomène est-il la raison pour laquelle les peuples anciens qui observaient bien mieux la nature que nous avaient une peur viscérale des éclipses solaires vécues comme un mauvais signe annonciateur ? Pourquoi s'obstine-t-on à ne pas prendre en compte des expériences aussi basiques et probantes que celle du pendule de Kremünster ? Pourquoi s'acharner à mettre en avant le dogme de la tectonique des plaques alors que, de l'aveu même des géologues, la validité de cette théorie ne peut pas être prouvée ? Pourquoi enfin ne pas étudier, avant que de reconnaître ou de rejeter, le lien entre les éclipses solaires et les tremblements de terre ? Une étude statistique sérieuse pourrait peut-être sauver des milliers de vies. Quel secret impérieux est-on en train de protéger ? Quel intérêt suprême est-on en train de préserver pour justifier de maintenir à ce point l'humanité dans l'ignorance ? À Rome, se trouve au milieu de la basilique Saint-Pierre, sur la place des musées du Vatican, une sculpture d'Arnaldo Pomodoro, qui représente une sphère fissurée contenant une plus petite sphère.
On ne sait pas pourquoi cette œuvre trône au Vatican ni ce qu'elle représente. Il en existe d'ailleurs de semblables en d'autres points stratégiques du globe, comme devant le siège de l'ONU à New York. La représentation de cette sphère, déchirée, pourrait bien correspondre à l'énième secret interdit aux profanes que nous sommes, le secret d'une Terre en expansion. Ce secret est-il lié au secret du blackout ? Logé à l'intérieur de la Terre, une sorte de mécanisme apparaît comme des rouages d'une montre. Il ressort de cette vision une impression de cycle et d'échéance inéluctables. Songez au rayonnement cosmique, dont la puissance dévastatrice se manifeste lors des tempêtes solaires les plus puissantes, et plus intensément encore si le phénomène est accompagné d'une éclipse solaire. Les faux dieux qui connaissent tous les secrets de la matrice artificielle, ont-ils trouvé le moyen de contrer et de détourner ces forces en provoquant régulièrement le blackout ?